Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour poursuivre notre chapitre sur les circuits RLC série en régime sinusoïdal forcé. Cette quatrième partie est uniquement consacrée à un exercice d'application. Le circuit électrique de la figure ci-contre comporte en série un résistor de résistance grand R égale à 170 ohms, une bobine grand B d'industance grand L et de résistance propre petit r, un condensateur C de capacité C égale à 2,5 microfarad. Un générateur grand G impose aux bornes D et M de l'ensemble RBC une tension alternative sinusoïdale U de T égale à U masse cosinus de pi nt de fréquence grand N réglable et de valeur efficace U constante. Un voltmètre grand V branché aux bornes D et N de l'ensemble BC mesure la valeur de la tension efficace UDN. Petit 1. À l'aide d'un oscillogramme bicourbe à deux entrées Y1 et Y2, on veut visualiser la tension UDT sur la voie Y2 et UR de T sur la voie Y1. Faire les connexions nécessaires sur la figure. Donc si nous reprenons notre figure, pour pouvoir visualiser Y1 sur la voie et UR sur la voie 1 et UDT sur la voie 2, nous devons placer la masse à l'extrémité où se retrouve le résistor. C'est là on doit placer la masse. Et à l'autre borne de la résistance, on place l'entrée Y1. Et à l'autre extrémité de notre circuit, nous plaçons Y2. Pourquoi? Sur cette entrée, sur une voie, on visualise la tension au bord du dipôle qui se retrouve entre l'entrée et la masse. Donc, entre Y1 et cette masse, on n'a que le résisteur. Donc, sur l'entrée 1, on ne visualise que la tension au bord de notre conducteur ohmique. Sur l'entrée 2, entre Y2 et la masse, on a tous les dipôles dans le circuit. Donc, ce qui veut dire que sur l'entrée 2, on visualise la tension U au bornes du circuit. 2. On demande d'établir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité. Donc, en appliquant la loi des mailles, on a la tension instantanée au bornes du conducteur ohmique, plus la tension instantanée au bornes de la bobine, plus la tension instantanée au bornes du condo, est égal à la tension instantanée dans le circuit. Donc, en remplaçant les tensions instantanées par leur expression en fonction de I, on a U est égal à RI plus LDI sur DT plus RI qui correspond à la tension ici au bord de la bobine, plus Q sur C qui est la tension au bord du condensateur. Donc, en remplaçant Q par intégrale de 0 à T, I de T, alors on retrouve notre équation différentielle. Petit 3. On règle la fréquence de l'oscilloscope à la valeur grand N et sur l'écran de l'oscilloscope, on observe les oscillogrammes 1 et 2 de la figure, balayage horizontal 0,20 millisecondes par division et la sensibilité verticale pour les deux voies 5 volts par division. Petit 1, montrer que l'oscillogramme 2 correspond à U de T. Donc, si nous observons bien, on a Y2 qui est supérieur à Y1. Ce qui veut dire que la tension maximale 2 est supérieure à la tension maximale 1. Or, nous savons que la tension maximale au bord du générateur est toujours supérieure ou égale à la tension maximale au bord du conducteur ohmique. Et dans notre cas précis ici, la tension maximale au bord du générateur est strictement supérieure à la tension maximale au bord du conducteur ohmique, tout simplement parce que la bobine qui se retrouve dans le circuit comporte aussi une résistance interne. Ceci étant dit, nous pouvons aisément alors conclure que l'oscillogramme 2 correspond bien à U de T. Petit b, quel est l'oscillogramme qui nous permet de suivre les variations I de T? Justifier la réponse. Alors, l'oscillogramme 1 correspond à la tension au bord de la résistance. Or, cette tension est égale à R fois I de T. R étant constante, alors si U1 varie, ça correspond alors à la variation de I de T.
En conclusion, l'oscillogramme 1 nous permet de suivre les variations de I de T. Petit c, calculer la période T. On sait que la période, ça fait quoi? Ça fait le balayage multiplié par l'abscisse. Donc, notre abscisse ici correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,2. Alors, avec une application numérique, tout en oubliant que le balayage ici, ça fait 0,2 millisecondes par division. Alors, on trouve 1,64 millisecondes. Déduit la valeur de la fréquence grand N. On sait que grand N, ça fait l'inverse de la période. Et tout calcul bien fait, tout en n'oubliant pas de convertir notre milliseconde en seconde, on trouve 609,65 Hz. Déduit le caractère inductif, capacitif ou résistif du circuit. Donc, la courbe 2, on a déjà vu que ça correspond à la variation de la tension et la courbe 1 à la variation de l'intensité. Et en observant bien les deux courbes, la courbe 2 prend son maximum avant la courbe numéro 1. Alors, la tension est en avance sur l'intensité. Et si la tension est en avance sur l'intensité, nous sommes en présence d'un circuit inductif. Petit e, calculer la phase de la tension par rapport à l'intensité. Donc, on sait que phi, ça fait 2pi fois tau sur grand T. Ici, phi est supérieur à 0 puisque le circuit est inductif. Alors, notre taux ici correspond à une division, alors que la période correspond à 8,2 divisions. On déduit notre phi qui est alors égal à 0,24 radians ou 43,9 degrés. Petit e, calculer l'amplitude I masse de l'intensité I de T. Donc, nous avions déjà vu que U1 masse, ça correspond à la tension aux bornes de la résistance, donc ça fait RI masse. Alors, U1 masse, ça fait K fois Y1. Ce qui implique que RI masse, ça fait KY1. Et on tire maintenant I masse, ça fait KY1 sur R. Et en application numérique, Y1 ici correspond à 1, 2, 2,4 division. Et R étant égal à 170, on trouve I masse égal à 0,71 ampères. On demande de déduire aussi la valeur de l'impédance. On sait que l'impédance, ça fait U masse sur I masse. Or, U masse, ça fait KY2. La sensibilité verticale, ok? Donc, ce qui implique que Z, ça fait KY2 sur I masse. Et pour faire l'application numérique, Y2 ici, ça fait 1, 2, 3, 3,6 divisions. Et I masse, on vient de trouver ça 0,071. Et on trouve alors 253,52 ohms. G, là, on demande de déduire l'expression de l'intensité du courant I de T. On sait que U de T, l'expression qu'on nous a donnée, ça fait U masse cosine de pi n T. Donc la phase au niveau de U de T est nulle. Donc U de T ici est pris comme l'origine des phases. Ce qui implique que I de T sera alors I masse cosinus de pi nt moins phi. Puisque phi que nous venons de trouver, c'est la phase de la tension par rapport à l'intensité. Donc la phase de l'intensité par rapport à la tension sera moins fine. Et en remplaçant les éléments par leur valeur, alors on trouve notre expression de I de T. Petit 4. Calculer les valeurs de L et de R. Donc, nous savons que cosinus phi ici, dans nos cas précis, ça fait grand R plus petit r sur Z. Donc, ce qui implique que grand R plus petit r, ça fait Z cosinus phi. Et alors, on trouve facilement R qui est égal à Z cosinus phi moins R. Tout calcul bien fait, on trouve 12,67 ohms. Et pour pouvoir calculer L, on va utiliser l'expression sinus phi qui est L oméga moins 6 oméga Z. Alors, tout calcul bien fait, on retrouve maintenant l'expression, on déduit L qui est Z sinus phi plus 1 sur 2 pi NC 2 pi N. Alors, L, tout calcul bien fait, on trouve 0,73 Hz. Là, on demande de calculer la valeur de la tension mesurée par le voltmètre. Cette tension étant une tension efficace ici, donc on doit déterminer la tension efficace entre D et N. On a le condensateur et la bobine. Et là, on trouve Zn, ça va Zni. Et là, on retrouve l'expression de Z qui est R carré, L oméga moins 6 carré. Et tout calcul bien fait, on retrouve maintenant UT à travers
8,82 votes. Merci pour votre attention.